Il est à vous, donc profitez-en, posez-lui toutes les questions et dites-lui tout ce que vous voulez, De gentil. de gentil si possible, ou Non, de mais même de méchant aussi. méchant, Hein. vous pouvez y aller. C'est un film qui est vraiment fait pour. Enfin, je voulais que ça ressemble à un petit bonbon, quoi, que ce soit fait pour faire plaisir. Eh bien, le noir et blanc, je l'ai respecté jusqu'au bout. Oui, oui. Non, je respecte. Alors, ce qui change énormément par rapport à un film muet de l'époque, c'est que ce film-là est conscient qu'il est muet, alors que les films de l'époque ne savaient pas qu'ils étaient muets, puisqu'ils n'avaient pas l'option d'être parlants, en fait. Donc il y a toujours la conscience de jouer sur un format dont on sait que c'est un choix. Et voilà, donc il y a ce double niveau-là. En termes de... J'ai vraiment essayé de respecter la manière de fabriquer de l'époque, la machinerie de l'époque. Je joue beaucoup avec les codes de lumière, de jeu, mais en fait le jeu, on se fait tout un monde sur le jeu du cinéma muet, mais c'est en fait souvent les gens ont en tête des gens qui avaient un jeu très très spécifique, non pas parce que c'était du cinéma muet, mais par le style et le genre qu'ils adoptaient, qui était le slapstick. Et donc on pense Charlie Chaplin, on pense Buster Keaton, Laurel et Hardy, mais en fait c'est des clowns. Et il y a beaucoup de films qui sont des films tout à fait traditionnels, muets, où les gens jouent tout à fait naturalistes pour l'époque. Donc sur le jeu, je dirais que ça n'a pas énormément changé. Non, là où j'ai un peu triché, c'est pas tellement sur le fait que ce soit muet, c'est sur le fait de faire un film d'époque. Et donc quand vous voulez raconter les années 20, donc 90 ans après, ben vous êtes amené à tricher un peu sur les fonds, effacer un peu, rajouter des immeubles de manière numérique. Mais à part ça, le film est bio dans le sens. Ouais. Non, alors j'ai tourné en 22 images par seconde pour donner une espèce de saveur au jeu des acteurs qui rappelle ou qui donne une espèce de code aux spectateurs. Moi, quand on me parle de cette époque-là, j'imagine que les gens marchent plus vite que... Voilà, je les vois bouger comme ça. Ce qui est débile, c'est juste un truc de représentation technique. Mais c'est vrai que comme je me l'imagine comme ça, je me dis, bah voilà, jouons là-dessus. Donc j'ai tourné à 22 images par seconde, en effet. Ouais. Ce que ça change, c'est que les acteurs ont ce petit côté un tout petit peu saccadé, un tout petit peu plus rapide que la réalité. Alors ça change deux choses. Ça change que leur jeu est assimilé à un jeu d'époque, dans le sens parce que quand on pense à Charlie Chaplin, il bouge plus rapidement que ce qu'il bougeait dans la vraie vie. Donc on a ce sentiment, enfin, on a cette représentation d'une gestuelle qu'on assimile aux années 20, mais en fait qui n'est due au fait que, je crois qu'il tournait à l'époque en 18 images secondes, donc on les voit, nous, en accéléré. Donc ça rappelle ça. Et autre chose, ça vous permet de faire un film qui normalement devrait durer 1h44, et en fait il dure 1h35. Donc en fait, vous mettez plus d'histoire dans moins de temps. Et ça, c'est hyper bien, par contre. Souvent, les films ont le problème inverse. On n'a pas assez d'histoire pour trop de temps. Et donc là, vous trichez. Ça, je confirme. Je plus sois. Oui, non, mais ça arrive à tout le monde. Hein. Eh bien, en plusieurs étapes. Alors, je dois dire que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question, mais non, d'abord, c'est une envie très ancienne de faire un film muet noir et blanc. Et un film muet noir et blanc, ce n'est qu'un format. Il n'est pas question de genre. Vous pouvez faire un film d'horreur, vous pouvez faire une comédie, vous pouvez faire un mélodrame. Il me semblait que le mélodrame était, de par le format, je trouve que le mélodrame est sans doute le genre qui se prête le mieux à ce format-là. Donc je voulais faire... Bon, c'est pas vraiment un mélodrame, mais un film, disons, un peu romantique avec un petit peu d'humour. Mais c'est pas un humour, c'est un humour gentillet, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un humour mordant, c'est un humour cool, sympathique, quoi. Et donc ça, c'était le truc que j'avais un peu avant. Et en fait, grâce au succès des deux OSS, je me suis retrouvé dans la possibilité de faire, bah, en fait, presque ce que je voulais, en fait. Donc ce que je voulais, c'était ça. Et donc quand j'ai commencé à m'y mettre vraiment, que c'était plus de l'ordre du fantasme, mais que c'est devenu un projet, etc., j'avais
pas mal de possibilités d'histoire. Et en fait, pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que je me suis dit, un des problèmes que les spectateurs vont avoir, c'est pourquoi faire un film muet noir et blanc aujourd'hui? Et donc, fort de l'expérience de OSS, où en fait c'était un peu le truc inverse, c'est-à-dire j'avais un espion des années 50, j'avais plaqué sur cette histoire-là un mode de fabrication qui était raccord à l'époque. Là, en fait, j'ai plaqué mon histoire par rapport à l'époque où il y avait du muet noir et blanc. Et donc, j'ai décidé de raconter l'histoire d'un acteur du muet et que la forme devienne le sujet. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à ce film-là. Mais je suis arrivé, c'est par la forme que j'ai abordé le truc. En fait, il y en a un qui est Thomas Langman, fils de Claude Berry, entre autres. Enfin, entre autres, c'est son seul père, mais je veux dire, à ce que je sache, mais bon. Écoutez, lui, je ne pourrais pas vous dire ses motivations profondes. Je sais qu'il était... Il était content que je vienne chez lui, ça c'est sûr. Je ne sais pas jusqu'où il croyait que ce film irait au bout, au départ, mais il était content. Par contre, j'ai senti quand j'ai commencé à lui raconter l'histoire, en fait, pour tout vous dire, lui, il m'a demandé à peu près 120 fois de réaliser Fantomas, parce qu'il a acheté les droits de Fantomas. Mais il voulait faire un Fantomas futuriste qui part, je sais pas, dans la Lune ou je sais pas quoi. Enfin, plus loin que la Lune, sûrement, parce que la Lune, c'est pas très futuriste. Mais, et en fait, je lui disais tout le temps non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Et un jour, j'ai été le voir, je lui ai dit, écoute, je te fais Fantomas, mais le seul truc qui m'intéresse, c'est faire Fantomas en muet, noir et blanc. Et donc là, il a vraiment changé de gueule. Et je lui ai dit, et donc j'ai commencé à lui raconter un héros en frac avec un chapeau à claque qui court sur les toits de Paris, qui s'est enfui par une montgolfière, enfin ce type d'image-là. Et là, j'ai senti que ses yeux ont commencé à pétiller et il est assez dingue pour dire il y a quand même un truc. Et donc il m'a dit je peux pas. Et il m'a rappelé une semaine après, il m'a dit je peux pas faire Fantomas en noir et blanc. Je l'ai vendu à toutes les télés d'Europe et jamais ils vont m'acheter ça. Mais si vraiment tu veux faire un film muet noir et blanc, je te suis. Et donc voilà, donc il m'a suivi. Moins que ce qu'on pourrait croire, on a quand même un très bon système en France. Le film a coûté 9,5 millions, c'est beaucoup d'argent, mais on n'est pas dans les budgets faramineux du cinéma, mais c'est quand même, on n'est pas non plus dans des petits films. Le fait d'avoir Jean Dujardin, Bérénice, le fait de sortir de OSS a beaucoup aidé. Mais je dois dire que ce qui a débloqué vraiment, c'est un monsieur qui travaillait à France 3, qui maintenant est à la retraite, qui s'appelle Daniel Goudineau, et qui a lu le scénario et qui a dit je veux le faire. Et à partir de ce moment-là, Canal+, qui était à l'époque, enfin c'était Franck Weber, je dis les noms, mais qui est quelqu'un de très cinéphile. Quand j'ai commencé à lui raconter, il a tout de suite voulu avoir ce truc-là. Canal+, ils ont une politique de grille où finalement, quand ils ont des trucs très, très originaux, et ça les intéresse. Donc une fois qu'on a eu France 3 et Canal+, finalement, on est rentré dans un système assez traditionnel. On avait des distributeurs. En fait, pour financer un film, vous avez besoin notamment pour bâtir une chaîne qu'on appelle hertzienne, c'est-à-dire TF1, France 2, etc., une chaîne privée Canal+, et un distributeur qui va donc distribuer le film en salle. On avait un distributeur qui nous a lâché en plein milieu de la préparation, donc on est parti avec un déficit de financement, mais sur les premiers jours de tournage, Thomas Langman, donc le producteur, a montré les rushs à la Warner, et la Warner est rentrée en affaires, en financement, au vu des rushs, au vu des premiers rushs. Voilà. Mais j'en ai même rajouté un petit peu au moment de la promotion, et quand on faisait le truc pour les Oscars et tout, je disais à quel point c'était difficile de trouver de l'argent et tout, mais honnêtement, c'était pas si dur que ça. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire le goût pour le rétro, c'est-à-dire, j'ai pas l'impression de faire des films conservateurs, disons. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a beaucoup de réalisateurs qui font des films beaucoup plus classiques. Je ne dis pas que je fais un cinéma postmoderne, mais il y a une esthétique, par contre,
Je crois que l'esthétique un peu surannée, qui date d'époques où on faisait les choses non pas en termes d'ergonomie ou de productivité ou d'efficacité, etc., mais aussi en termes esthétiques. Donc là, je parle des choses concrètes qu'on filme. Je parle des costumes, des voitures, des accessoires, des objets, etc. Cette espèce d'élégance comme ça de l'objet, de la chose concrète à filmer, je trouve qu'en contraste, ça vous permet de balancer beaucoup de conneries et beaucoup de choses beaucoup plus transgressives. Et que plus vous avez un cadre élégant... En fait, moi, j'ai commencé à travailler avec les nuls. Et j'aimais beaucoup la manière très élégante qu'ils avaient pour dire les pires horreurs. Et je pense que c'est peut-être là aussi d'où ça vient. C'est-à-dire, je me dis, tout est une affaire d'équilibre, en fait. Et plus vous avez des choses... plus vous êtes élégant, plus on acceptera que vous disiez phrases complètement ratées, c'est pas grave. Si vous dites les choses les pires, ça passera mieux. Voilà. Mais je me suis perdu un peu dans la syntaxe et dans la grammaire, mais vous me pardonnerez. Mais voilà, ouais. Après, je pense pas faire des films rétro, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours un... Non, mais il y a un contrepoint. Je pense pas que les OSS soit l'apologie des années 50, pas du tout. Je pense que c'est plutôt à charge. En revanche, c'est vrai que le goût de ce cinéma, la naïveté avec laquelle ce cinéma a été fait, l'innocence me séduit beaucoup. Ouais. Ouais. Comme un élément d'un autre équilibre, mais ça me séduit beaucoup. Ouais. Et aussi, je pense que pour être au deuxième degré, il faut un premier degré. C'est-à-dire qu'il faut... je dirais que c'est... Des fois, on me dit parodie, pastiche, tout ça. Bon, j'accepte tous les mots, mais c'est vrai que moi, j'y vois plus du détournement. Et dans l'idée du détournement, j'aime bien l'idée de vraiment respecter au premier degré la forme à laquelle je m'attelle, de manière à la décadrer, de manière à la bouger après et d'en faire autre chose. C'est fait un peu selon les standards en termes d'orchestration, un peu alors de l'époque d'après, parce qu'effectivement, à part quelques exceptions, type Tabou et quelques autres, il n'y a pas de musique enregistrée sur les films muets, par définition. Donc là, la base de référence, c'était les films de l'âge d'or d'Hollywood, plutôt années 30, années 40. Même parfois, il y a des citations qui vont jusque dans les années 50, mais c'est plutôt par là que ça se passe. Mais c'est des orchestrations des grands compositeurs hollywoodiens, de Bernard Herrmann, Franz Waxman ou d'autres, enfin voilà, qui sont... c'est quand même un son qu'on connaît. Mais par contre, c'est très très précis, c'est vraiment à l'image. Quand je dis à l'image, c'est à l'information. C'est-à-dire que quand les variations de la musique, ce qu'on appelle le Mickey Mousing, c'est-à-dire on accompagne vraiment l'image, que vous soyez en contrepoint, en accompagnement, en explication, etc., peu importe, mais ça suit vraiment toutes les variations de l'histoire. Et donc moi, qui ne suis pas musicien, j'étais obligé de cadrer totalement la composition, c'est-à-dire de dire aux musiciens, à partir du moment où elle se retourne, on quitte ça, il faut que ça devienne lyrique là, à ce moment-là. Et c'est lyrique jusqu'au moment où elle gare la voiture, et quand elle gare la voiture, là, à ce moment-là, c'est une autre ambiance. Parce que c'est... Par exemple, hier, j'ai regardé, avec mes enfants qui ont 9 ans et 6 ans, j'ai regardé un film, je vais vous raconter ma vie 2 secondes, mais tous les jeudis, je leur montre des films, s'ils sont sages, ou à peu près sages. Et là, ils étaient à peu près sages, et je leur ai montré Menteur, Menteur, avec Jim Carrey. Et en fait, ma fille, je me suis rendu compte hier qu'elle pleurait, pas du tout suivant ce qu'on lui racontait, mais c'est la musique c'est-à-dire dès qu'il y a des violons, elle pleure. Elle ne comprend pas bien ce qui se passe, mais elle pleure. Et en fait, la musique vous donne alors notamment dans un film muet, elle vous donne vraiment un indice énorme sur comment lire la scène. Si vous devez rire, si vous devez pleurer, si machin, etc. Donc là, si vous voulez, la grille, elle était extrêmement précise. Et voilà, donc ça a été évidemment un bordel sans nom pour faire ça. Ouais. J'ai une chance inouïe depuis OSS, disons, depuis le premier OSS, de faire les films dont j'ai envie, en fait. Donc vraiment, ce qui me meut est vraiment le plaisir et le désir. C'est plutôt le désir, d'ailleurs, parce que le plaisir, vous le trouvez éventuellement après, mais je vais vers les films que j'ai profondément envie de faire. Et alors, c'est sans doute un luxe.
Mais j'ai la chance, tant qu'on me laisse faire, si vous voulez, j'ai aucune raison d'aller faire autre chose. Après, quand on me dit que c'est très gonflé ou risqué plutôt, et alors vraiment la peur n'entre jamais en ligne de compte, mais vraiment jamais. Je pense que c'est beaucoup plus risqué de faire une comédie romantique que de faire un film muet. Pour une raison simple, c'est qu'il y a 2000 comédies romantiques tous les ans, et que vous avez une chance sur 2000 de sortir du lot, quoi. C'est-à-dire, vous faites juste un film de plus, quoi. Vous faites un film comme tout le monde. Quand vous faites un film muet noir et blanc, vous êtes le seul. C'est-à-dire que même si vous vous plantez, si les gens vous disent c'est de la merde, ben vous leur dites ben ouais, mais c'est un film muet noir et blanc, donc vous le saviez. Donc faites pas les étonner maintenant. Donc en fait, vous êtes gagnant à tous les coups. En vrai. Donc au final, le risque il est zéro. À faire des trucs plus originaux, vous prenez en fait beaucoup moins de risques, je pense. Vous prenez le risque de faire moins d'entrées. Ça m'est bien arrivé aussi, mais d'ailleurs, je suis un peu dans cette phase-là. Mais à part ça, non, vous ne prenez pas beaucoup de risques, je pense. Et après, j'ai remarqué aussi qu'il y a des gens qui aiment faire tout le temps le même, comme les peintres ou comme les musiciens, toujours pareil, ou comme les écrivains. Il y a des écrivains qui font toujours le même livre et c'est formidable. Modiano, d'une certaine manière, on peut dire il fait un peu toujours le même livre. Fanté fait toujours le même livre, etc. Et c'est formidable. Et il y a des gens qui touchent à tout, quoi, qui papillonnent. Et c'est ni mieux ni moins bien. C'est deux manières d'aborder votre existence, en fait. Donc voilà, moi, je suis plutôt dans l'autre catégorie des petits papillons. Le film n'est pas tellement mélièsien. Non, ça n'a pas de rapport. Non, il est très hollywoodien. Enfin, il est dans la veine des films plutôt hollywoodiens et plutôt, je dirais, les 4-5 dernières années du muet, disons à partir de 1924, quoi, qui, à mon avis, est une période dingue parce que les réalisateurs, les scénaristes et les acteurs étaient arrivés à un niveau de maîtrise du cinéma. Vraiment, un de mes regrets de spectateur, et pour moi, le cinéma parlant est arrivé peut-être 5 ans trop tôt. C'est-à-dire que si on avait eu 5 ans de plus avec la maîtrise qu'avaient les réalisateurs, quand vous voyez les films de John Ford, les films de Borzage, les films de Murnau est mort, mais Lubitsch, la maîtrise est incroyable. Les films sont bien meilleurs que les premiers films parlants, à mon sens. Donc c'était plus ça la source d'inspiration. Et Voyage au bout de la Lune, en fait, j'ai pas participé. Je crois que j'ai fait une interview pour un DVD ou un truc comme ça, ou pour un film peut-être, mais j'ai plus activement participé à la restauration d'un film de Charlie Chaplin qui s'appelle Charlot Machiniste. Voilà. Behind the scenes, exactement. En fait, moi j'ai mis un chien parce que je trouvais qu'il y avait une silhouette un peu comme Tintin et Milou. Enfin, je trouvais qu'il y avait une silhouette, ça donnait une silhouette au personnage que je trouvais très années 20. J'aimais bien ce truc-là. Après, je me suis rendu compte à quel point il était crucial quand j'ai vu le succès de ce chien. Je me suis rendu compte à quel point il était crucial aussi parce que quand on regarde le personnage joué par Georges Valentin, c'est pas quelqu'un de très sympathique, c'est pas quelqu'un de très clairvoyant. Il fait à peu près que des mauvais choix. Il voit pas bien les gens qu'il aime autour de lui, etc. C'est pas un bon mec. En revanche, quelqu'un qui est aimé par un chien, eh ben vous lui ferez confiance. Enfin, le spectateur forcément lui fait confiance parce que on prête à la figure de l'animal une absence de mensonge totale et un instinct fiable. Donc le chien, si vous faites un rôle, si vous écrivez un jour un rôle de méchant, le chien c'est une arme géniale. C'est-à-dire qu'un personnage aimé par un chien sera toujours un endroit sympathique. Après, le nombre de fois où on m'a dit que ce chien était un acteur génial, non, mais pour moi, ça a été très, 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 très éclairant sur le rôle des acteurs dans les films. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a... moi, je ne suis pas un fou des chiens, mais même, peu importe, quand vous avez un être vivant qui a une intelligence hyper limitée, qui n'a pas lu le scénario et qui fait, en gros, qui va d'une saucisse à l'autre,
quand à la fin, le truc, c'est quel acteur génial, je me dis que pour les acteurs, il y a un côté quand même... c'est une leçon d'humilité pour les acteurs. Voilà. C'est assez intéressant, je trouve, dans votre rapport aux acteurs et ce que vous demandez aux acteurs. Voilà, mais après, il est très photogénique, ça c'est sûr. D'abord, comme je vous disais au tout début, le film a conscience qu'il est muet. Donc je trouvais ça plutôt... j'aimais bien l'idée de finir, d'entendre les voix. J'aimais beaucoup aussi l'idée d'arriver par de la respiration, avant de parler, qu'on les entende respirer longtemps. Ça, je trouvais qu'il y avait un truc... je trouvais ça touchant. Voilà. Et puis d'autre part, parce que le son est l'antagoniste du film. C'est le véritable antagoniste du film. Le héros, finalement, il lutte contre quoi? Il lutte contre le son. Et donc le fait de les réconcilier à la fin et de les réconcilier par de la danse et par le son des claquettes, je trouvais que c'était une bonne manière de finir le film. Et enfin, parce que je fais ce que je veux, en fait, parce que je ne vais pas me justifier de tout non plus, mais non, je trouvais que c'était... ouais, je trouvais ça bien, je trouvais que ça donnait... C'était une fin qui donnait de l'énergie, quoi. Voilà, donc voilà. Alors là, c'était vraiment une question dans mes premières notes, je crois que le mot happy end a dû arriver... moi, je remplis des carnets, ça a dû arriver à la 2e page du carnet. Vraiment, c'était une histoire de politesse, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais demander aux gens de se taper déjà 1h30 de film muet. Je ne peux pas non plus les plomber avec une fin... Enfin, c'est trop, quoi. C'est trop demander aux gens. C'est pas gentil, c'est pas sympa. Donc si vous faites une comédie, vous pouvez finir sur une note un peu... voilà, ou si vous faites... Mais là, je trouvais que c'était vraiment dur. Donc oui, je me sentais moralement obligé de livrer une fin joyeuse. Voilà. Après, vous avez raison que le charme de Jean est contagieux et il a un truc qui rend le personnage attachant. Mais le personnage lui-même n'est pas quelqu'un de... Je trouve que le personnage de Bérénice est beaucoup plus... Le personnage est beaucoup plus sympathique. C'est un ange gardien, elle le protège, elle l'aime de loin en essayant... Lui, il est quand même un peu borné, il se prend pour un artiste, voilà, il pense qu'il a raison contre tout le monde, les gens l'aiment bien, mais il s'en fout, enfin, il est hyper égocentrique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il n'a pas, scénaristiquement, il n'a pas tous les atouts du personnage voilà, sympathique. Je pense que tout peut se faire. Il n'y a aucune loi qui interdit. Après, c'est juste que je dirais que c'est plus... Moi, je réfléchis aussi en fonction du spectateur. Je me dis, il ne faut pas que le spectateur passe son temps à se dire mais pourquoi il l'a fait comme ça en muet noir et blanc ou pourquoi il l'a fait en muet. Là, c'était une manière, encore une fois, de régler le problème en mettant en concordance l'histoire racontée et la forme choisie. J'aimerais bien en faire un autre, en fait, de film muet, mais je ne le ferai pas contemporain non plus, mais je pourrais, en fait. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en faire un autre. En fait, pour tout vous dire, j'aimerais bien faire L'Homme invisible en muet. Et ce qui est assez excitant d'avoir un personnage central qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas au cinéma. Voilà. Mais si j'y arrive, c'est cool. Hein? Alors là, bon, merci de plomber l'ambiance, c'est cool. Non, mais je pense qu'on n'échappera pas de toute façon à des nouvelles manières de voir le cinéma. Par contre, je ne crois pas du tout que la salle de cinéma soit morte parce que ça reste un lieu privilégié de voir les films. Ce que je remarque là, l'avenir, j'en sais rien, franchement. Ce que je remarque là, par contre, c'est qu'il y a tellement de séries de très très bonne qualité que pour plein de gens, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on veut voir un truc original, on ne sait pas trop, on prend un risque, etc., c'est plutôt du côté des séries que ça se passe. Et que j'ai l'impression que quand les gens vont au cinéma maintenant, ils veulent savoir ce qu'ils vont voir et qu'ils préféreront toujours voir un film
dont ils savent que c'est pas très très bon, mais ils s'en foutent, ils savent ce qu'ils vont voir, plutôt qu'un film qui potentiellement serait hyper bien, mais ils savent pas trop. Parce que ce truc-là de la curiosité et tout ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se passe dans la sphère du gratuit ou assimilé gratuit et plutôt au niveau des séries. Après, l'avenir du cinéma, il y avait quelqu'un qui avait été, je ne sais plus qui avait pris la direction du CNC, donc l'organisation qui régit le cinéma français, et son successeur lui avait envoyé, le jour où il a pris ses fonctions, une couverture de journal de 1928 qui était la crise du cinéma français. Et donc, en fait, le cinéma est en crise depuis qu'il est né, en fait. Donc, bon, c'est une crise de plus, on verra bien. On verra bien. Mais par exemple, il y a un film que je connais très bien qui s'appelle La Garçonnière de Billy Wilder, que j'ai vu plein de fois. J'ai eu la chance, je l'ai montré là au Forum des Images, il y avait une salle remplie 500 personnes, donc j'ai décidé de regarder le film avec tout le monde. Et c'est une expérience différente. Très clairement, 500 personnes, tout d'un coup, des choses que vous connaissez, les vibrations de la salle, le rire et tout, c'est très, très, très différent. Et le film, c'est pas que je l'ai redécouvert, mais c'est comme s'il avait repris des couleurs, il avait repris de la force, des trucs qui provoquent un éclat de rire général qui, quand vous connaissez le film ou quand vous êtes tout seul, vous souriez, quoi. Mais un éclat de rire général, c'est pas pareil. Mais objectivement, enfin, dans les grandes lignes, non. Dans le sens où, d'abord, ils parlaient, c'est-à-dire ils ne faisaient pas semblant de parler, donc ils parlaient. Quand ils avaient besoin je leur donnais des dialogues, etc. En fait, quand on regarde, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a un jeu muet, mais en fait, il y a un jeu de l'époque. Et quand vous regardez les films des années 30, ils jouent un peu comme les acteurs des films muets de 3 ans avant. C'est pas le jeu qui change. Y a pas de, jamais ils miment quelque chose. Il y a pas de, c'est pas eux qui font comprendre qu'il fait froid. Voilà, c'est l'agencement de l'histoire. En revanche, ce qui a changé, par exemple, il y a une scène, vous venez de voir le film, donc vous allez vous en rappeler, la scène où Bérénice arrive dans le restaurant et elle donne une interview, elle est hyper contente et Jean est derrière, il entend, voilà. Cette scène-là, elle venait, en fait, elle faisait son interview et c'était pas assez haut. Donc je la poussais pour que ce soit plus expressif. Et en fait, ça ne collait pas avec la voix. Donc, et à un moment donné, elle s'est mise à jouer, mais c'était hyper faux. Et après la prise, elle était morte de honte parce qu'il y avait des figurants partout et tout. Elle fait, mais enfin, tu te rends compte de ce que tu me demandes, c'est impossible, c'est horrible. Je lui dis, maintenant, viens voir la prise. Et en fait, quand elle a vu la prise, sans le son, le surjeu total était hyper juste. Donc, en fait, il y a un moment donné, il a fallu aussi qu'il me fasse confiance sur d'accepter de jouer faux au niveau du... Ce qui est très, très difficile, par contre, ça, pour un acteur, parfois, de jouer faux au niveau du son, parce que le corps exprimait à ce moment-là quelque chose qui était en rapport avec... qui était juste. Donc, c'était plus une histoire comme ça d'abandon, je dirais, ou de confiance. Mais il n'y a pas de jeu spécifique. C'est-à-dire, Charlie Chaplin, c'est pas parce qu'il joue dans des films muets qu'il joue comme ça. Il joue comme ça parce que c'est un clown de haut vol, c'est un acrobate, c'est un sportif, c'est un danseur, c'est tout ce que vous voulez. Mais il a créé un personnage qui a une gestuelle qui est extrêmement particulière. Mais je vous dis, encore une fois, vous regardez les films de Frank Borzage ou vous regardez... les films de King Vidor ou les films de Hitchcock, les gens jouent normaux. Ils ne font pas des numéros de musical à chaque scène. Donc non, pas vraiment. Voilà. Disons, pour moi, celle qui est la plus sophistiquée, je dirais, au niveau de la conception et c'est la scène d'ouverture, je dirais, c'est-à-dire qui part du début jusqu'au moment où il se retrouve devant le cinéma, jusqu'à l'arrivée de Bérénice, en fait. C'est-à-dire que tout ce début qui est fait pour faire accepter aux spectateurs de la manière la plus douce et fluide possible d'accepter de rentrer dans un film muet. C'est un processus qui est assez, pour moi, enfin, qui est assez complexe. C'est pas évident, c'est-à-dire que la manière dont vous rentrez dans le film, c'est vraiment fait graduellement comme ça. Et effectivement, le moment dont vous parlez, le moment où il entend
les applaudissements et on voit la foule et on n'entend pas le son. Et le point vraiment d'entrée, c'est le moment où le spectateur accepte et il dit mais là en fait je suis dans un film muet. Mais avant, il y a tout un processus pour arriver à ça. Donc je dirais que le début est sans doute, ouais, peut-être ce que j'aime, ouais, peut-être ce que j'aime le plus, j'en sais rien. Moi, en tous les cas, oui, j'étais content de ce début, ouais. En fait, les gros enjeux, pour moi, l'énorme enjeu d'un film muet, ça se passe à l'écriture. C'est-à-dire que vous écrivez. C'est le seul moment où vous n'avez pas les mêmes outils que le reste du processus. Dans n'importe quel film, vous avez des scènes sans dialogue. N'importe quel film Marvel, par exemple, honnêtement, je pense que vous pouvez enlever 60% des dialogues. C'est pas une catastrophe. Non, mais vous suivrez très très bien l'histoire, quoi. Donc c'est pas un problème en tant que réalisateur de filmer des scènes sans dialogue. L'enjeu est que ce soit écrit pour qu'on n'ait pas besoin de dialogue. Donc d'ailleurs, dans les moments que j'aime bien, il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est le moment où il tombe amoureux du personnage joué par Bérénice, où on refait comme ça tout le temps cette séquence, et où le sentiment amoureux naît de prise en prise, où il se rend compte que cette figurante, en fait, voilà, il se passe quelque chose. Ça aussi, j'aime bien ce truc-là, et je l'aime bien parce qu'à l'écriture, personne ne comprenait. Tout le monde me disait, mais on ne comprend rien. Comment ils ne comprenaient pas. C'était compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ce n'était pas bien écrit, j'en sais rien, mais en tous les cas. Et en fait, après, c'est pratiquement quand ils ont vu à la fin le film que plein de gens ont compris de cette scène-là. Mais c'est vrai que j'aime bien là où ça s'insère, là où l'histoire s'insère dans la répétition de ce plan-là. Non, les enjeux, je vous dis, c'était vraiment à l'écriture. Une fois que vous êtes sur le plateau, le plus dur, parce que le film a été tourné assez vite, il a été tourné en 7 semaines, ce qui est assez court. Donc le plus dur, c'est de garder la charte visuelle, graphique, voilà, de ne pas aller vers de la facilité. Mais non, je dirais que c'est plus l'écriture qui était un enjeu nouveau pour moi. Parce que là, il vous manque très clairement un outil qui s'appelle le dialogue, quoi. J'ai pas l'air, mais en fait, je suis en préparation d'un film dont pour lequel je suis hyper excité. C'est un film, c'est sans doute le film le plus compliqué que j'ai eu à faire jusqu'à présent, et qui est un film alors c'est pas un film d'animation, mais c'est dans l'esprit des films Pixar. Une espèce de comédie fantastique. C'est avec Omar Sy, François Damiens et Bérénice Bejo. Et c'est une histoire, c'est à la fois hyper marrant et en même temps hyper touchant. C'est hyper nouveau pour moi. C'est le genre de film où normalement on se dit bon, j'emmène les gamins, et en fait d'abord on se marre, ensuite on se cache de ces gamins pour pleurer parce que c'est voilà, et où en fait on est hyper content en sortant. Voilà, je l'ai pas fait encore, hein. Si ça se trouve, je suis en train de faire une grosse daube et je le sais pas. C'est possible. Non, c'est pas un Marvel, hein. Mais c'est vrai ce que je dis là, c'est que on sait jamais qu'on fait un mauvais film. On sait pas quand on fait un navet, en fait. Parce que les critiques, ils disent il a fait vraiment une merde. Mais en fait non, on n'a pas fait ça. Non. On a fait le meilleur film qu'on pouvait. Il s'avère que ça plaît à personne, il s'avère que c'est un navet, il s'avère que tout ce que vous voulez. Mais je ne connais pas de réalisateur à ma connaissance qui fait consciemment un navet, qui dit je suis en train de faire une bonne daube, les acteurs c'est des bananes, l'histoire est nulle et tout ça. Donc on fait vraiment. Donc là, je suis dans cette phase-là où je pense que je fais vraiment un film mortel. L'avenir nous dira si. Mais le film, par contre, il est hyper excitant et non, mais je pense que ça va être bien, vraiment. Mais c'est un film il n'y a que le spectateur qui dit, c'est ce que j'essaie de dire. Ah, bah, c'est un film où alors il y a plein de manières d'être un mauvais film. D'une manière générale, c'est les films qui sont très en dessous de leur ambition affichée. Voilà, c'est-à-dire que si vous faites une comédie, mais que vraiment c'est pas drôle du tout, bon, enfin, après il y a des gens ça peut faire rire, mais si ça vous fait pas rire du tout, vous dites bon, c'est raté, quoi. Après, mauvais film, moi j'essaye de pas trop juger, mais
parce que j'aime pas trop qu'on me juge non plus. Donc je me dis, si moi je juge pas, peut-être que dans un truc d'équilibre cosmique, on me jugera moins. Mais en fait, c'est pas vrai. Les faits m'ont donné tort. On me juge quand même. Mais bon, ça fait partie du... Dès que vous prenez la parole en public, il faut attendre à ce qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents, c'est sûr. En tous les cas, félicitations pour la qualité de la reconstitution de l'époque. C'est d'une très grande maîtrise. C'est impeccable. Eh ben, je vous remercie. Il y a pas on voit pas les... J'ai vu aucun défaut de trucs. Mais il n'y en a pas. C'est un film sans défaut.